21 février. 32 degrés sous zéro. Ciel de cristal. L'hiver sibérien est pareil au plafond du palais de glace de Vessaas, stérile et pur. Les beaufs d'avant-hier ont tout saccagé. Ils ont défoncé les congères, laissé partout l'empreinte de leur passage. Seule une tempête de neige m'apaisera en vernissant à nouveau la rive. À 50 mètres au sud de la cabane, se dresse un banya, cabanon de 5 mètres sur 5, chauffé par un poêle. Volodia l'a construit l'an passé. Il faut le chauffer 4 heures pour y faire monter la température à 80 degrés. Le banya, version slave du sauna, illustre le mépris des Russes pour la tempérance. Le corps oscille sans transition du feu à la glace. Après 20 minutes de cuisson, je sors. Dehors, les 30 degrés négatifs dissipent la chaleur accumulée. Le gel enserre le crâne et il faut rentrer. Le banya, allégorie de nos vies, déroulées dans la perpétuelle poursuite d'un mieux-être. Nous poussons la porte, croyant toucher le bonheur. Bientôt nous faisons demi-tour pour retrouver ce qui ne tardera pas à nous peser à nouveau. En Russie, on se réfugie dans le banya 1 ou 2 fois par semaine pour se débarrasser des scories. La chaleur presse le corps comme un citron. Toute rancœur se dissout. La mauvaise graisse, la crasse et l'alcool s'exfiltrent. À 6 heures du soir, la tempête se lève. À poil dans mes bottes de feutre, je rentre à la cabane. Je tiens ma lampe à pétrole à la main. Je garde en mémoire l'histoire de ces zèques du goulag, sortis pissés par une nuit de blizzard. Ils se perdirent et ne purent jamais regagner leur abri. On les retrouva morts au matin, à 50 mètres des baraquements. J'avale 1 litre de thé brûlant. Le banya, luxe absolu. Je suis un homme nouveau. Qu'on me donne une pelle et un foulard rouge, je bâtirai le socialisme. Le soir, 1 bol de riz au tabasco, 1 demi-saucisson, 1 demi-litre de vodka et en dessert, la lune, par-dessus les crêtes, roulant sa tristesse. Je sors saluer la grosse boule maternelle qui veille sur le sommeil des reclus, puis je me couche plein d'apitoiement pour les bêtes qui ne disposent pas de cabane, ni de banya ou d'un terrier. 22 février. Une fuite, la vie dans les bois? La fuite est le nom que les gens ensablés dans les fondrières de l'habitude donnent à l'élan vital. Un jeu? Assurément. Comment appeler autrement à ces jours de réclusion volontaire sur un rivage forestier avec une caisse de livres et des raquettes à neige? Une quête? Trop grand mot. Une expérience? Au sens scientifique, oui. La cabane est un laboratoire, une paillasse où précipiter ses désirs de liberté, de silence et de solitude. Un champ expérimental où s'inventer une vie ralentie. Les théoriciens de l'écologie prônent la décroissance. Puisque nous ne pouvons continuer à viser une croissance infinie dans un monde aux ressources raréfiées, nous devrions ralentir nos rythmes, simplifier nos existences, revoir à la baisse nos exigences. On peut accepter ces changements de plein gré. Demain, les crises économiques, nous les imposerons. La décroissance ne constituera jamais une option politique. Pour l'appliquer, il faudrait un despote éclairé. Quel gouverneur aurait le courage d'imposer pareille cure à sa population? Comment convertirait-il une masse à la vertu de l'ascèse? Convaincre des milliards de Chinois, d'Indiens, d'Européens qu'il vaut mieux lire Sénèque qu'engloutir des cheeseburgers? L'utopie décroissante, un recours poétique pour individus désireux de se conformer aux principes de la diététique. La cabane est un terrain parfait pour bâtir une vie sur les fondations de la sobriété luxueuse. La sobriété de l'ermite est de ne pas s'encombrer d'objets, ni de semblables, de se déshabituer de ses anciens besoins. Le luxe de l'ermite, c'est la beauté. Son regard où qu'il se pose découvre une absolue splendeur. Le cours des heures n'est jamais interrompu, sauf l'accident d'avant-hier. La technique ne l'emprisonne pas dans le cercle de feu des besoins qu'elle crée. La partition du recours aux forêts ne peut se jouer qu'à un nombre réduit d'interprètes. L'érémitisme est un élitisme. Aldo Léopold ne dit rien d'autre dans son almanach d'un comté des sables dont j'ai commencé la relecture ce matin, sitôt le poêle allumé. Toute protection de la vie sauvage est vouée à l'échec, car pour chérir, nous avons besoin de voir et de caresser, et quand suffisamment de gens ont vu et caressé, il ne reste plus rien à chérir.
Lorsque les foules gagnent les forêts, c'est pour les abattre à la hache. La vie dans les bois n'est pas une solution aux problèmes écologiques. Le phénomène contient son contre-principe. Les masses, gagnant les futaies, y importeraient les maux qu'elles prétendaient fuir en quittant la ville. On n'en sort pas. Jour blanc. Un camion de pêcheurs dans le lointain. Long entretien avec ma fenêtre. À la fin de la matinée, je jette dans la poudreuse une demi-douzaine de bouteilles de vodka Kedrovaya. Je les retrouverai à la fonte dans 3 mois. Les goulots crèveront la couche, annonçant les beaux jours mieux que les perce-neige. Le cadeau de l'hiver à l'éternel retour du printemps. Un après-midi de rangement et de réparation. J'étanchéifie l'auvent de la cabane en clouant des planches et finis de trier la caisse de vivres. Mais après, lorsqu'il n'y aura plus de planches à clouer ni de caisses à ranger. Le soleil disparaît à 17 heures derrière les crêtes. L'ombre gagne dans la clairière et la cabane s'assombrit. Je trouve à l'angoisse un antidote à effet immédiat, quelques pas sur la glace. Un simple coup d'œil à l'horizon me convainc de la force de mon choix. Cette cabane, cette villa. Je ne sais pas si la beauté sauvera le monde, elle sauve ma soirée. 23 février. Le vertige. Titre du récit d'Evgenia Ginzburg sur ses années de goulag. J'en lis quelques pages dans la chaleur du duvet. Au réveil, mes journées se dressent, vierges, désireuses, offertes en pages blanches. Et j'en ai par dizaines en réserve dans mon magasin. Chaque seconde d'entre elles m'appartient. Je suis libre d'en disposer comme je l'entends, d'en faire des chapitres de lumière, de sommeil ou de mélancolie. Personne ne peut altérer le cours de pareille existence. Ces jours sont des êtres d'argile à modeler. Je suis le maître d'une ménagerie abstraite. Je connaissais le vertige vertical du grimpeur accroché à la paroi. La vue du gouffre l'effraie. Je me souvenais du vertige horizontal du voyageur dans la steppe. Les lignes de fuite l'étourdissent. Je savais le vertige de l'ivrogne qui croit tenir une idée géniale. Son cerveau refuse de la formuler correctement alors qu'il la sent grandir en lui. Je découvre le vertige de l'ermite, la peur du vide temporel. Le même serrement de cœur que sur la falaise, non pour ce qu'il y a dessous, mais pour ce qu'il y a devant. Je suis libre de tout faire dans un monde où il n'y a rien à faire. Je regarde l'icône de Séraphin. Lui avait Dieu. Dieu, jamais rassasié de la prière des hommes, est un sacré passe-temps. Moi, j'ai l'écriture. Promenade sur le lac après le thé matinal. La glace ne craque plus car le thermomètre se maintient bas. Le froid enserre l'appareil. J'avance vers le large. Sur la neige avec un bâton, je trace le premier poème d'une série de haïkus des neiges. Pointillé des pas sur la neige, la marche couture le tissu blanc. L'avantage de la poésie inscrite sur la neige est qu'elle ne tient pas. Les vers seront emportés par le vent. Une ligne de fracture a fendu la glace à 2,5 km du rivage. Des blocs translucides chevauchent la faille. La zébrure fuit, parallèle au rivage. Par l'ouverture, on entend gargouiller. Le Baïkal souffre. Je longe la plaie, conservant la distance. On aurait vite fait de passer à l'eau. Jaillissent à mon esprit les visions de mes proches. Mystère des mécanismes spirituels, des visages sautent à la mémoire. La solitude est une patrie peuplée du souvenir des autres. Y penser console de l'absence. Les miens sont là, dans un repli de mémoire. Je les vois. Les orthodoxes croient à la présence de l'être, descendu dans l'image. L'essence de Dieu se coule dans la matière des icônes, s'incarne dans la peinture et les reflets de l'huile. Le tableau se transmue. Au retour, je me décide à installer mon autel. Je scie une planche de 30 cm sur 10, la cloue à côté de ma table et y place 3 représentations de Saint-Séraphin de Sarov, achetées à Irkoutsk. Séraphin passa 15 années dans une forêt de Russie occidentale. À la fin de sa retraite, il nourrissait les ours et parlait le langage des cerfs. Près de lui, je dispose d'une icône de Saint-Nicolas, une vierge noire, le tsar Nicolas II canonisé par le patriarche Alexis et représenté dans son apparat impérial.
J'allume une bougie et un Partagaz série 4. Je regarde la flamme emmêler la dorure des cadres à travers la fumée de mon Havane. Le cigare, encens profane. J'en ai terminé avec les travaux d'aménagement de ma cabane. J'ai rangé ma dernière caisse, je fume allongé sur mon lit, songeant que je n'ai oublié qu'une seule chose, un beau livre d'histoire de la peinture pour contempler de temps en temps un visage. Pour m'en souvenir, je n'ai que mon miroir. 24 février. Ce matin, jour blanc. Le lac, la mer, comme l'appellent les Russes, se noie au ciel. Le thermomètre indique moins 22 degrés. J'allume le poêle et ouvre La Vie de Casanova. Défile Rome, Naples, Florence, Tiretta dans son alcôve et Henriette en sa soupente. Puis ce sont les courses en malle-poste, l'évasion des geôles ducales à Venise, les lettres où l'encre se mêle aux larmes, les serments rompus aussitôt que lancés, l'amour éternel juré 2 fois dans le même soir à 2 êtres différents, la grâce, la légèreté, le style. J'apprends par cœur la phrase où Giacomo décrit une volupté qui ne cessa que quand elle se trouva dans l'impossibilité de devenir plus grande. Je referme le livre, mets mes bottes de feutre et vais tirer 2 seaux d'eau au trou à glace en pensant à Bellino Thérèse de Rome et à Léonilda de Salerne. Des livres de dandy et une vie de moujik. La journée s'étire. À Paris, je ne m'étais jamais trop penché sur mes états intérieurs. Je ne trouvais pas la vie faite pour tenir les relevés sismographiques de l'âme. Ici, dans le silence aveugle, j'ai le temps de percevoir les nuances de ma tectonique propre. Une question se pose à l'ermite. Peut-on se supporter soi-même ? Le passionnant spectacle de ce qui se passe par la fenêtre. Comment peut-on encore conserver une télé chez soi ? La mésange revient. Dans mon guide ornithologique, je cherche sa fiche technique. D'après l'auteur suédois Lars Svensson, né en 1941 et auteur de multiples ouvrages comme le célèbre guide des passereaux d'Europe, la mésange boréale se reconnaît à ce cri. Zi, zi, té, té, té. La mienne ne dit pas un mot. Sur la page d'après, je lis qu'une mésange porte le nom de mésange lugubre. La visite du petit animal m'enchante. Elle illumine l'après-midi. En quelques jours, j'ai réussi à me contenter d'un spectacle pareil, prodigieux, comme on se déshabitue vite du barnum de la vie urbaine. Quand je pense à ce qu'il me fallait déployer d'activités, de rencontres, de lectures et de visites pour venir à bout d'une journée parisienne, et voilà que je reste gâteux devant l'oiseau. La vie de cabane est peut-être une régression, mais s'il y avait progrès dans cette régression. 25 février. Je pars à midi dans le vent. Je rends visite à mon voisin Volodia, garde-chasse posté sur l'avancée du cap Yelochin, à 15 km au nord de ma cabane. Il occupe une isba avec sa femme Irina. Leur domaine marque la frontière septentrionale de la réserve Baïkal-Lena. Je l'ai rencontré il y a 5 ans, lors d'un tour sur les glaces, à bord d'un sidecar Oural. J'avais aimé son crâne plat planté de cheveux drus. Je suis content de le revoir. Je me souviens de ses pognes de sidérurgiste, 2 battoirs qui écrasaient la main. Derrière le cap qui protège ma cabane, les rafales nordissent. Les cèdres agitent leurs cimes dans le vent. Ils font des signes de naufragés. Qui vient au secours des arbres ? Je n'avais pas prévu que le vent forcirait. Je coupe par le lac vers Yelochin en me tenant à 1 ou 2 kilomètres de la rive, enfoui dans ma veste Canadian Goose conçue pour -40. J'ai une protection de néoprène sur le visage, un masque d'alpinisme, des moufles d'expédition arctique. J'ai mis 20 minutes à m'habiller. L'essentiel est de ne pas exposer à l'air libre le moindre centimètre de peau. Aujourd'hui, le Baïkal est atteint de sclérose. La neige pèle. Le vent l'arrache à coups de dents, laissant ça et là sur l'obsidienne des pastilles aussi blanches que les taches sur la peau des orques. La surface noircit à mesure que la glace se découvre. Mes crampons mordent la laque. Sans eux, le vent me déporterait vers le large. Les rafales dévalent les montagnes et poussettent la taïga. Volodia m'apprendra qu'elles atteignaient 120 km/h. Le vent me contraint à marcher penché. Parfois, une rafale m'arrête net.
je fixe la parcelle de glace qui s'encadre dans l'ouverture de ma capuche en poil de coyote. Des filandres de neige sinuent sur le miroir avec des grâces de gorgone. Le long des failles, ressoudées par le gel, la glace est turquoise, couleur lagon. Puis une longue flaque de vert fumé succède à l'interlude tropical. Le soleil diffuse des coulées d'albumine dans les fractures. Des bulles d'air sont prises dans la couche. On hésite à mettre le pied sur ces méduses de nacre. Les visions aquatiques ondoient à travers mon masque. Elles restent imprimées sur la rétine lorsque je ferme les yeux. À la 3e heure, je risque un coup d'œil face au vent vers les montagnes de l'ouest. Les arbres montent la garde jusqu'à ce que la montagne ne veuille plus d'eux à l'altitude de 900 mètres. Dans les draperies de versants sinuent des canyons. Dans 4 mois, ils recevront l'eau de la fonte, la déverseront dans la vasque. Dès que j'arrive à leur hauteur, le vent redouble, par effet d'entonnoir. Dire que des écrivains essaient de brosser la beauté de lieux pareils. J'ai avalé presque toute Jack London, Gray Hall, Aldo Leopold, Fenimore Cooper et une quantité de récits de l'école du nature writing américain. Je n'ai jamais ressenti, à la lecture d'une seule de ces pages, le 10e de l'émotion que j'éprouve devant ces rivages. Je continuerai pourtant à lire, à écrire. 2 ou 3 fois par heure, un coup ébranle les pensées. Le lac se faille. Comme le ressac, le fracas des cascades et le chant des oiseaux, le froissement des glaces n'empêche pas de dormir. Un moteur, le ronflement d'un semblable ou une goutte d'eau fuyant d'un toit sont en revanche insupportables. Impossible de ne pas songer aux morts. Des milliers de Russes ont sombré dans le lac. L'âme des noyés réussit-elle à regagner la surface? La glace l'arrête-t-elle? Retrouve-t-elle le trou qui mène au ciel? Voilà un sujet de controverse à soumettre aux chrétiens fondamentalistes. Il m'a fallu 5 heures pour rejoindre Yellow-Chine. Volodia m'a serré dans ses bras en disant « Salut, voisin ». À présent, nous sommes 7 ou 8, des pêcheurs de passage, lui, Irina et moi, autour de la table de bois, à tremper des biscuits dans le thé. Nous parlons de nos vies et je suis déjà épuisé. Les pêcheurs se disputent. La promiscuité les intoxique. À chaque phrase, ils se reprennent et se rabrouent à grands gestes écœurés. Les cabanes sont des prisons. L'amitié ne survit à rien, pas même à la vie ensemble. De l'autre côté de la fenêtre, le vent continue son folklore. Des nuages de neige passent avec une régularité de train fantôme. Je pense à la mésange. J'en suis déjà nostalgique. Fou comme on s'attache vite aux êtres. La pitié m'envahit pour ces bêtes en lutte. Les mésanges gardent la forêt dans le gel. Elles n'ont pas le snobisme des hirondelles qui passent l'hiver en Égypte. Au bout de 20 minutes, nous nous taisons et Volodia regarde dehors. Il reste des heures assis devant le carreau, le visage clair-obscur, une moitié baignée par la lumière du lac, l'autre demeurant dans l'ombre. La lumière lui taille des traits de fantassin héroïque. Le temps a sur la peau le pouvoir de l'eau sur la terre. Il creuse en s'écoulant. Le soir, la soupe. Passionnante conversation avec un pêcheur d'où il ressort que les Juifs mènent le monde, mais qu'en France ce sont les Arabes, que Staline était un vrai chef, que les Russes sont invincibles, ce nain d'Hitler s'y est cassé les dents, que le communisme était un système excellent, que le séisme d'Haïti est le résultat de l'onde de choc d'une bombe américaine, que Nostradamus avait raison, que le 11 septembre est un coup des Yankees, que les historiens du Goulag sont des antipatriotes et les Français des homosexuels. Je crois que je vais espacer mes visites. 26 février. Volodia et Irina vivent en funambule. Ils n'ont pas de contact avec les habitants de la rive opposée. Personne ne traverse le lac. La grève d'en face est un autre monde, celui où se lève le soleil. Ils reçoivent parfois la visite de pêcheurs ou d'inspecteurs, résidant au sud ou au nord de leur station. Ils s'aventurent rarement dans les montagnes de leur domaine. Ils demeurent sur le fil de la rive, postés sur un point littoral, en équilibre entre lac et forêt. Ce matin, Irina me fait les honneurs de sa bibliothèque. Dans de vieilles éditions de l'époque soviétique, elle possède des œuvres de Stendhal, Walter Scott, Balzac, Pouchkine. Le livre le plus récent est le Da Vinci Code.
légère baisse de civilisation. Et je rentre chez moi en marchant sur les eaux. 27 février. Le luxe de vivre seul dans ce monde où voisiner va devenir le problème majeur. À Irkoutsk, j'ai appris qu'un auteur français avait publié un gros roman intitulé « Ensemble, c'est tout ». C'est beaucoup. C'est même le défi essentiel. Je crois que nous ne le relevons pas très bien. Les organismes biologiques animaux et végétaux se côtoient dans l'équilibre. Ils se détruisent, se tuent et se reproduisent en harmonie. Le solfège est bien réglé. Les cortex frontaux humains, eux, ne parviennent pas à coexister tranquillement. Nous jouons désaccordés. Il neige. Je lis Les hommes ivres de Dieu, essai de Jacques Lacarrière sur l'érémitisme du IVe siècle dans les déserts d'Égypte. Des prophètes hirsutes, éblouis de soleil, quittaient leur famille et gagnaient les déserts. Ils traînaient leur vie dans les cavernes de Thébaïde, où Dieu ne venait jamais les visiter, parce que, comme toute personne normalement constituée, ils préféraient la magnificence des coupoles byzantines. Les anachorètes voulaient échapper aux tentations du siècle. Certains péchèrent par orgueil, en confondant méfiance envers leur siècle et mépris de leurs semblables. Aucun d'entre eux ne revint dans le monde après avoir goûté les fruits vénéneux de la vie solitaire. Les sociétés n'aiment pas les ermites. Elles ne leur pardonnent pas de fuir. Elles réprouvent la désinvolture du solitaire qui jette son « continuer sans moi » à la face des autres. Se retirer, c'est prendre congé de ses semblables. L'ermite nie la vocation de la civilisation, en constitue la critique vivante. Il souille le contrat social. Comment accepter cet homme qui franchit la ligne et s'accroche au premier vent qui passe? À 4 heures de l'après-midi, visite impromptue de Youra. Il est le météorologue de la station d'Ozouré, sur l'île d'Olkhon. La glace s'est ouverte au contact de la plage. Une faille d'1,20 m empêche les véhicules de se jucher sur le talus. Il a neigé et ma grève a reconquis sa pureté. Youra gare sa camionnette au bord de la fracture. Il est occupé à faire le tour du lac avec une touriste australienne. Je dispose les verres de vodka sur la table. Nous nous saoulons doucement dans la chaleur fétale. Les choses échappent un peu à l'australienne. « Do you have a car ?» dit-elle. « No, dis-je. A TV? No. If you ever have any problem, I walk. Do you go to the village for food? There is no village. Do you wait for a car on the road? There is no road. Are those your books? Yes. Did you write all of them? Je préfère les natures humaines qui ressemblent au lac gelé à celles qui ressemblent au marais. Les premières sont dures et froides en surface, mais profondes, tourmentées et vivantes en dessous. Les secondes sont douces et spongieuses d'apparence, mais leur fond est inerte et imperméable. L'Australienne n'ose pas trop s'asseoir sur les rondins qui servent de tabouret. Elle me regarde bizarrement. Le désordre doit conforter ses idées sur le sous-développement du peuple français. Quand Youra s'en va, je suis saoul comme un conducteur de tramway moldave et c'est l'heure de faire du patin à glace. Le vent d'hier a lustré la piste. Sur la laque, je patine avec la grâce d'un phoque. Des cassures feuillettent la masse de voiles turquoises. Je passe des fractures regelées, couleur d'ivoire. Je maintiens l'équilibre sur le tissu. Les montagnes se reflètent. Elles ressemblent à des danseuses timides, engoncées dans leurs robes blanches, hésitant à gagner la piste de valse. Juste avant de coincer la lame dans une faille et de m'écraser sur le parquet, je pense à ces athlètes moulés dans leurs boléros de paillettes qui volent en faisant tourner de jeunes patineuses tchèques et roses au-dessus de leur tête devant un jury de vieilles dames qui semblent échapper d'un casino niçois et s'occupent à brandir de petits panonceaux frappés de numéros dont l'addition vaudra au patineur un baiser de la fille ou ses larmes glacées. Je rentre piteusement, les chevilles meurtries. Le soir, le ciel respire et la température chute. Je passe une heure divine, emmitouflé dans mes couches, sur mon banc de bois, une planche de pin clouée à 2 rondins. Je suis assis à la lisière de la forêt, sous l'arbre poussé devant ma fenêtre sud. Ses branches, couchées vers le lac par les harassements du vent, forment une conque. Et dans mon kiosque d'aiguilles qui procure une illusion de chaleur, je regarde le puits noir du lac.
La masse de glace m'apparaît comme un creuset cauchemardesque. Je perçois la force à l'œuvre sous ce couvercle. Dans le caveau, un univers grouille de bêtes qui broient, dévorent et sectionnent. Dans les profondeurs, des éponges balancent lentement leurs branches. Des coquillages enroulent leurs spires, battant la mesure du temps et créent des bijoux de nacre en forme de constellation. Des silures monstrueux rôdent dans les vasières. Des poissons carnassiers migrent vers la surface pour le festin nocturne et les holocaustes de crustacés. Des bancs d'omble tracent leur chorégraphie benthique. Des bactéries barattent les scories, les digèrent, purifient l'eau. Ce morne malaxage s'opère en silence, sous le miroir où les étoiles n'ont même pas la force de se refléter. 28 février. Force 8 ce matin. Les rafales emportent la neige, la plaquent en nuée furieuse sur le mur vert de bronze de la lisière des cèdres. 2 heures de rangement. La vie de cabane développe les mêmes maniaqueries que l'existence à bord d'un petit bateau. Ne pas finir comme ces marins pour qui l'entretien devient une fin en soi et qui pourrissent à quai, définitivement ancrés, passant leur journée à remettre de l'ordre dans une vie éteinte. S'installer dans le réduit d'une hutte sibérienne, c'est gagner la bataille contre l'ensevelissement sous le tombereau des objets. La vie dans les bois conduit à se dégraisser. On s'allège de ce qui encombre, on déleste l'aérostat de son existence. Voilà 2000 années, les nomades des steppes indo-sarmates savaient contenir leur avoir dans un petit coffre de bois. Il existe un rapport proportionnel entre la rareté des choses que l'on possède et l'attachement qu'on leur porte. Pour les coureurs des bois de Sibérie, le couteau et le fusil sont aussi précieux qu'un compagnon de chair. Un objet qui nous a accompagnés dans les péripéties de la vie se charge de substance et émet un rayonnement particulier. Le temps le patine, les années le cuirassent. Il faudra côtoyer longtemps son misérable patrimoine d'objets pour apprendre à aimer chacun d'eux. Bientôt, le regard aimant, posé sur le couteau, la théière et la lampe, se transmet aux substances et aux éléments. Le bois de la cuillère, la cire des bougies, la flamme. La nature des objets se révèle. Il me semble percevoir les mystères de leur essence. Je t'aime, bouteille, je t'aime, petit canif, et toi, crayon de bois, et toi, ma tasse, et toi, théière qui fume comme un bateau blessé. Dehors, c'est une telle furie de vent et de froid que si je n'emplis pas d'amour cette cabane, elle risque de se disloquer. J'apprends par le téléphone satellite, miraculeusement réactivé, que l'enfant de ma sœur est né. Ce soir, je boirai à sa santé et verserai un godet de vodka sur la terre qui accueille un petit être de plus sans que personne ne lui demande la permission. Poème sur la neige. Pour domaine, une baie. Pour château, une cabane. Pour fou, une mésange. Pour sujet, mes souvenirs. Passer la matinée à fendre des rondins. Un muret de bois s'élève sous l'auvent. J'ai là 10 jours de chauffe débités en bûchette. En ermitage, la dépense d'énergie physique est intense. Dans la vie, on a le choix de faire travailler les machines ou de se mettre soi-même à la tâche. Dans le premier cas, nous déléguons à la technique le soin d'assouvir nos besoins. Débarrassés de tout impératif d'effort, nous nous dévitalisons. Dans le second, nous mettons en branle la machinerie du corps pour répondre aux nécessités. Et plus on se passe du service des machines, et plus les muscles gonflent, le corps durcit, la peau se cartonne et le visage se cuirasse. L'énergie se redistribue. Elle est transférée du ventre des appareils au corps humain. Les coureurs de bois sont des centrales irradiant de force vitale. Lorsqu'ils entrent dans une pièce, leur rayonnement emplit l'espace. Au bout de quelques jours, je remarque les premières transformations de mon corps. Les bras se gonflent, les jambes se musclent. Mais, caractéristique d'animal de vase et d'alcoolique, le ventre se relâche et la peau blanchit. La tension diminue, le cœur ralentit. Confiné dans un espace réduit, j'apprends à faire des gestes lents. L'esprit lui-même s'assoupit. Privé de conversation, de contradictions et des sarcasmes des interlocuteurs, l'ermite est moins drôle, moins vif, moins incisif, moins mondain, moins rapide que son cousin des villes. Il gagne en poésie ce qu'il perd en agilité. Parfois, c'est envie de ne rien faire. Je suis depuis 1 heure assis à ma table et je surveille la progression des raies du soleil sur la nappe.
La lumière anoblit tout ce qu'elle effleure. Le bois, la tranche des livres, le manche des couteaux, la courbe du visage et celle du temps qui passe, et même la poussière en suspens dans l'air. Ce n'est pas rien d'être grain de poussière en ce monde. Voilà que je m'intéresse à la poussière. Le mois de mars va être long.